Donc jusqu'ici, on s'est plutôt intéressé à la physique fondamentale en termes d'électricité, en essayant de comprendre pourquoi les charges s'attirent, en invoquant un champ électrique. Bon, il y avait un certain niveau d'abstraction. Maintenant, la partie qu'on entend, les chapitres 5, 6 et 7, sont plutôt du type application. Donc on se dirige vers les circuits. Donc avant d'appliquer la loi d'Ohm ou de s'intéresser spécifiquement aux circuits électriques, au chapitre 5, on développe le concept de condensateur. Donc, on a vu au chapitre 4 que si on prend deux conducteurs, peu importe leur forme, je vais les appeler C1 et C2, si on avait un débalancement de charge, ça pourrait être un débalancement de charge du genre charge positive à droite et négative à gauche. L'important, en fait, c'est qu'on sait que ces deux conducteurs-là ne sont pas soumis au même potentiel électrique. Donc, on sait que si on les relie par un fil, par exemple, le potentiel va s'équilibrer, puis ce qu'on va retrouver, c'est un équilibre de potentiel. Donc, il y aura un transfert de charge. À l'inverse, ici, ce qu'on veut faire, c'est justement, si on prend des conducteurs qui sont à la base au même potentiel, est-ce qu'il y a moyen de générer une différence de potentiel? Donc, la façon de faire, ça serait de prendre une source de force électromotrice. Le symbole utilisé pour une source de force électromotrice, c'est le symbole ici, comme ça. Donc, une petite barre, une grande barre. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va supposer que la source de force électromotrice, c'est une pile. Donc, dans les détails, la pile, c'est un peu plus complexe, là, mais on en parlera au chapitre 6. Donc, on peut considérer qu'une pile, c'est une force électromotrice. Donc, en gros, là, on a des réactions chimiques qui font en sorte qu'on fait bouger les charges à l'intérieur d'un circuit. Donc, la pile aurait cette capacité-là ici de prendre les électrons du conducteur 1 puis de les transférer en partie vers le conducteur 2. Donc, on aurait à la fin un surplus d'électrons sur le conducteur 2 puis un déficit d'électrons sur le conducteur 1. Donc, ma pile sert à ça en réalité. Ma pile, ou ma source de FM, on y associe justement, il y a un signe, il y a un sens. Le côté négatif correspond à la barre qui est la plus petite et le côté positif, la borne positive, c'est le côté qui a la plus grande barre. Donc, on voit que une fois que la pile a fait son œuvre, on aura pris les électrons du conducteur 1 pour les mettre au conducteur 2, puis éventuellement, ce qui va arriver, c'est que ce déséquilibre de charge-là va générer une différence de potentiel qui va s'opposer à la FEM, puis on aura un équilibre électrostatique. Donc, à l'équilibre, on peut dire que nos deux conducteurs sont soumis à une différence de potentiel qui correspond à epsilon en volts. Okay, donc, epsilon, c'est une différence de potentiel. Donc, on peut tout simplement utiliser delta V comme différence de potentiel. Maintenant, si je prends cette différence de potentiel-là, la quantité de charge que je vais accumuler dans C1 et dans C2, ça dépend des caractéristiques de mes conducteurs. Donc, c'est le principe même du condensateur. Mon condensateur, en fait, ce que c'est un dispositif qui est composé de deux conducteurs que je vais soumettre à une différence de potentiel, puis je vais générer une charge accumulée dans mes deux conducteurs, des charges qui seront toujours opposées. Bon, une façon qui est plus simple de faire un condensateur, c'est de prendre deux grandes plaques de même dimension. Donc, je les vois en vue de profil ici. Donc, j'aurais C1 et C2. Donc, ces plaques-là sont des plaques conductrices. Ils peuvent accumuler des charges. Chaque plaque est reliée à un fil conducteur. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser encore une source de FEM, une pile, pour générer une différence de potentiel aux bornes de ces conducteurs-là. Puis, les plaques vont naturellement accumuler des charges. On peut aussi placer à l'intérieur de ces conducteurs-là. Donc, ce n'est pas nécessaire, mais le fait d'ajouter un diélectrique, on va avoir une influence sur la quantité de charge qui va être accumulée. Donc, vous avez ici le modèle plus propre d'un condensateur. En fait, c'est un modèle qu'on appelle le condensateur plan. On va l'étudier de façon plus approfondie bientôt. Mais conducteur 1, conducteur 2, je vais accumuler des charges.
Donc, la grande question au niveau de ce dispositif-là, c'est que si j'applique une différence de potentiel pour accumuler des charges, ben, quelle sera la relation entre la quantité de charges que je vais accumuler puis la différence de potentiel que je vais appliquer? Parce qu'évidemment, si j'applique une différence de potentiel sur un certain type de plaque ou sur d'autres types de plaques, est-ce que je vais avoir la même charge? Ben, la réponse, c'est non. Donc, on associe au condensateur une certaine quantité qui s'appelle la capacité. Donc, la capacité est en lien avec la quantité de charge qu'on va pouvoir accumuler pour une certaine différence de potentiel. Donc, en réalité, la capacité, donc c'est la charge que je vais accumuler en coulombs divisée par la différence de potentiel que je vais appliquer sur mon condensateur. Donc, évidemment, plus C est élevé, bien plus je vais accumuler de charge pour une même différence de potentiel. Puis quand je parle de la charge ici, Q, c'est pas. Évidemment, si on regarde la somme des charges, ça fait toujours zéro parce que j'ai un côté qui est négatif puis un qui est positif. Donc, quand je regarde ici la valeur Q, c'est la valeur absolue d'un des côtés. Donc, on peut toujours considérer que notre condensateur est chargé avec une charge plus Q d'un côté et moins Q de l'autre. Donc, sa capacité sera définie comme Q sur delta V. Ce qui fait en sorte que si on connaît la capacité d'un condensateur, on peut en déduire la charge qu'il va accumuler en fonction de la différence de potentiel qu'on va y appliquer. Donc, les unités de la capacité sont, par définition, des coulombs par volt, donc Q sur delta V, mais on y associe une grandeur physique dédiée qui est le farad. Donc, 1 farad correspond à 1 coulomb par volt. Donc, pour chaque volt, j'accumule 1 coulomb. Vous n'avez probablement déjà vu des condensateurs dans la vie. Donc, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs configurations possibles, plusieurs matériaux qu'on peut utiliser, mais ce qui est en lien avec l'ensemble de ces dispositifs-là, c'est qu'ils ont tous la capacité d'emmagasiner des charges. À quoi ça peut servir un condensateur dans un circuit? Ça peut être vraiment intéressant. Bon, premièrement, ça peut être pour libérer une grande quantité d'énergie dans peu de temps. Parce que le condensateur, il accumule les charges sous une certaine différence de potentiel. Mais par après, si on décide de court-circuiter les conducteurs, on va avoir un courant qui est vraiment intense. Hein, les conducteurs vont se rééquilibrer. Ça peut servir aussi à uniformiser la différence de potentiel dans un circuit. Donc, par exemple, si on a un circuit dans lequel il y a des variations de tension pour une raison X, bien, si on branche un condensateur dans le circuit, le condensateur, il va se recharger si on le met sous tension, mais si la tension chute, le condensateur va compenser pour le laps de temps où il y a une chute de tension. Par après, bien, si la tension revient à sa normale, le condensateur va réaccumuler des charges. Donc, au total, on va avoir un dispositif avec une tension en volts qui est beaucoup plus stable. Alors, je vais regarder avec vous 3 types de condensateurs. Il y a le condensateur plan, le condensateur cylindrique et le condensateur sphérique. Donc, dans tous les cas, c'est toujours 2 conducteurs qui accumulent des charges contraires, mais ça sera finalement la géométrie de l'objet qui va changer. Donc, le premier modèle, c'est le condensateur plan. Donc, j'ai 2 plaques conductrices identiques de surface A, séparées d'une distance D. Donc, en gros, c'est ce qu'on a comme paramètre. On peut jouer sur la distance entre les plaques, on peut augmenter la superficie des plaques. Si on soumet ce condensateur-là à une différence de potentiel, il va accumuler des charges. Donc, ça pourrait être, par exemple, positif à gauche et négatif à droite. Donc, on sait qu'à l'intérieur, hein, si nos plaques sont chargées, bien, je vais avoir une densité surfacique de charge plus sigma et moins sigma pour chacune des plaques. Qu'est-ce que ça fait? Bien, à l'intérieur, je vais avoir, comme on l'a vu au chapitre 2, un champ électrique entre mes 2 plaques. Donc là, ce que je veux faire, c'est relier, je voudrais exprimer la capacité du condensateur C en fonction de la géométrie de l'objet. Donc, il faudrait que ça dépende de la surface des plaques, de la distance entre les plaques. Donc, notre point de départ, c'est de savoir que la capacité est définie comme Q sur delta V. Maintenant, ce que je vais faire, c'est relier Q et delta V par les caractéristiques de mon condensateur. Donc, c'est certain, ce qu'on peut faire comme premier lien, c'est par rapport à delta V. Donc, delta V, ici, on a un champ électrique qui est généré par plus et moins sigma. On est en mesure de calculer ce champ électrique-là.
On sait aussi qu'un champ électrique sur une distance D ici, on peut relier le champ électrique, la distance D, à la différence de potentiel entre les plaques. Donc, première des choses, le champ électrique est généré par deux plaques comme ça, en grandeur. C'est sigma sur 2 epsilon 0 pour chacune des plaques. Donc, au total, on a un champ électrique qui vaut sigma sur epsilon 0 à l'intérieur de ces plaques-là. Bon, on sait que sigma, c'est Q sur A. Donc, tout ça sur epsilon 0 me donne le champ électrique. Le champ électrique est relié à la différence de potentiel entre les plaques parce qu'on sait, on a vu au chapitre 4, que E, produit scalaire avec delta S, égale à delta V. Donc, en grandeur, on sait que delta V est égal à E fois D. Donc, si j'ai un champ en volts par mètre fois des mètres, ça me donne des volts. Donc, ça me permet de remplacer, si je prends ces équations-là ici, je remarque que delta V se calcule comme QD sur A epsilon 0. Si je prends mon delta V et que je le remplace dans la formule du haut, donc on retrouve ceci pour la capacité du condensateur. Je peux évidemment éliminer la variable Q. Et voilà pour le calcul de la capacité d'un condensateur plat. Donc on voit ici que la formule qu'on a déterminée, ça nous donne la capacité en fonction de la géométrie de l'objet. Donc, j'ai une superficie pour mes plaques en mètres carrés, une distance entre mes plaques. Le fait d'augmenter l'aire des plaques, ça donne plus de place aux charges. Donc, je peux accumuler plus de charges s'il y a plus de superficie métallique, finalement, pour les accueillir. Donc, si je diminue la distance entre les plaques, pour une même différence de potentiel appliquée au condensateur, bien forcément, le champ électrique va augmenter. Puis si le champ électrique augmente, les charges vont être plus attirées. Donc, on va augmenter la capacité. Dans mon exemple ici, je n'ai pas mis de diélectrique entre les plaques, c'est du vide. Donc, ma démarche est bonne si j'ai un condensateur qui est vide. Alors, qu'est-ce que l'ajout d'un diélectrique peut modifier sur cette formule-là? Si je place un diélectrique à l'intérieur du condensateur, donc imaginons que j'ai mis un bloc d'un matériau diélectrique entre les plaques. Donc, pour ma formule, ça ne change pas grand-chose. La seule chose que je vais faire, c'est ajouter un indice D. Donc, c'est une capacité avec diélectrique, puis j'ai une différence de potentiel avec diélectrique. Bon, pour le reste, c'est plus compliqué. Il faut se rappeler que l'ajout d'un diélectrique, ce que ça fait, c'est qu'on va avoir évidemment un champ électrique à l'intérieur du condensateur, mais ce champ électrique-là ne sera plus le champ électrique qu'on avait au départ. C'est un champ électrique qui va être plus faible. On a vu que le diélectrique, avec la polarisation des molécules, on va avoir un champ interne qui va aller annuler une partie du champ de départ. Donc, on va avoir un champ électrique, E diélectrique, qui est plus faible que le champ de départ d'un facteur kappa, qui est la constante diélectrique. Donc, la constante diélectrique, c'est 1 pour l'air, ou à peu près 1. C'est 1 pour le vide, un peu, là. Puis, ça varie du matériau. Si on prend de l'eau, là, la valeur de K, c'est 80. Donc, ça va. Évidemment, il y a une grosse différence au niveau du champ électrique. On a toujours la relation que la différence de potentiel, delta V diélectrique, est égale à E diélectrique fois D. Ce qui veut dire que la capacité avec diélectrique peut aussi se réécrire comme ceci. Mais étant donné que E diélectrique, c'est E sur K, donc si j'exprime la capacité avec diélectrique en fonction du champ que j'avais sans diélectrique, on voit que le facteur K, que la constante diélectrique, s'ajoute au numérateur ici. Ce qu'on a en fait, c'est que la partie Q sur ED, ben, c'est la capacité du vide. Donc on va retrouver que la capacité du diélectrique est égale à celle qu'on aurait si on avait du vide fois la constante diélectrique de mon diélectrique. Donc la capacité, étant donné que K est toujours plus grand que 1, la capacité augmente si j'ajoute un diélectrique à l'intérieur du condensateur. Donc ce qu'on a ici, c'est la capacité soit vide ou avec diélectrique pour un condensateur plan. Mais il reste que la relation que vous avez ici entre avec et sans diélectrique est toujours la même, peu importe le type de condensateur. Fait que si je prends un condensateur qui est cylindrique ou sphérique, j'ai encore cette relation-là. La seule chose qui va changer, c'est que le C vide ne sera pas la même équation. Si vous regardez la page 170, le tableau
5.1, vous retrouvez des valeurs de la constante diélectrique pour plusieurs matériaux. Bon, en fait, kappa, c'est la constante diélectrique. On disait, bon, 1 pour l'air, 80 pour de l'eau, bon, 3 pour du papier. Il y a aussi une autre colonne qui est le Emax, donc qui est en volts par mètre. Donc, par exemple, pour l'air, on a, bon, 3 mégavolts par mètre. Donc, Emax, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si on prend, je vais prendre l'exemple d'un condensateur plein dans lequel je mets un diélectrique. Je dois comprendre du papier. Kappa vaut 3, puis mon Emax est égal à 16 mégavolts par mètre. C'est ce qu'on trouve dans le tableau. Donc, si je charge mon condensateur avec une différence de potentiel telle que le champ électrique à l'intérieur devient égal ou supérieur à Emax, ben en fait, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle un claquage. Donc, le champ va être tellement fort à l'intérieur du diélectrique, on va créer un chemin à l'intérieur du diélectrique qui va faire en sorte que notre condensateur va se décharger, mais par l'intérieur. Donc, on va avoir un claquage. Donc, j'essaie de symboliser ici le chemin qui s'est fait entre les deux plaques par l'intérieur. Donc, si on dépasse 16 mégavolts par mètre, claquage, un éclair. Puis, une fois que le claquage est fait, ben en fait, le condensateur perd ses propriétés parce que là, le diélectrique va toujours avoir tendance à faire un claquage au même endroit, mais à un champ qui est plus faible. Donc, éventuellement, ce qu'il faut faire, c'est changer le condensateur. Donc, voilà. Un condensateur cylindrique va être de cette forme-là. Donc, j'ai le conducteur 1 qui est au centre, le conducteur 2 qui est une espèce de coquille cylindrique à l'extérieur. Ces conducteurs-là vont être reliés, donc je vais avoir un fil qui va être relié à la coquille extérieure, puis je vais avoir un fil qui va aller rejoindre le centre, donc le cœur du condensateur, puis je vais pouvoir appliquer une différence de potentiel entre ces deux conducteurs-là, ce qui fera en sorte que je vais générer des charges, je vais séparer les charges, donc je pourrais avoir par exemple des charges négatives sur la partie extérieure, puis des charges positives sur la partie intérieure. Donc tout ça va générer un champ électrique qui va partir de façon radiale du centre vers l'extérieur. Puis on peut faire la même démarche que pour le condensateur plein pour trouver la capacité du condensateur cylindrique. En fait, ça fait un beau problème à faire en classe, donc je vais me le garder pour la période d'exercice. Mais la réponse, en fait, c'est que la capacité d'un condensateur cylindrique. Donc, A correspond ici au rayon du conducteur interne et B correspond au rayon du conducteur externe. Donc, j'aurai ici B et A. Après ça, on a L qui est la longueur du condensateur. On a K qui est la constante diélectrique du matériau. Donc ici, c'est la formule générale. C'est-à-dire que si K vaut 1, j'ai du vide entre les deux conducteurs. Puis sinon, ben, je fais tout simplement remplacer la valeur qu'il faut pour le diélectrique que je mettrais entre les conducteurs. Le condensateur sphérique, c'est un peu le même principe, mais là, les deux conducteurs sont sous forme de sphère. Donc, je vais avoir à l'intérieur une sphère conductrice et une coquille conductrice à l'extérieur. Là, au niveau technique, c'est plus compliqué. Il faut arriver à faire passer un fil conducteur comme ça ici. Donc, mes deux conducteurs sont reliés par des fils différents et comme d'habitude, je peux générer une différence de potentiel aux bornes de ces fils-là, ce qui fait en sorte qu'on aura un conducteur qui accumule des charges négatives à l'extérieur et des charges positives à l'intérieur. Encore une fois, je vais avoir un champ électrique radial du conducteur 1 jusqu'au conducteur 2. Donc ici, ce que je vais avoir comme caractéristique, c'est que mon conducteur à l'intérieur ici a un rayon A, tandis que le conducteur extérieur a un rayon B. Je peux mettre un diélectrique entre les conducteurs. Alors, trouver l'équation suivante pour la capacité du condensateur. Donc,
Juste faire attention, là, le K qui est ici, comme tantôt, c'est la constante diélectrique et non le K dans la formule de la loi de Coulomb. Là. Donc ça, c'est pas 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est vraiment la constante diélectrique du matériau que je mets entre les conducteurs. Donc si c'est de l'air, on met 1. Donc voilà la formule pour la capacité du condensateur sphérique.